Imaginez une scène ordinaire à un croisement à New York. Il y a une pause car le feu est passé au rouge. Certaines personnes sont immobiles, d'autres en mouvement. Certaines voitures sont arrêtées, d'autres roulent. Si on devait faire un arrêt sur image, comme on dit au cinéma, l'espace d'une seconde, on se rendrait compte qu'il y a là tout un univers d'intentions différentes. Chacun vaque à ses occupations, perdu dans le silence de ses pensées. Il y a les autres passants, la rue, le moment de la journée, l'architecture, la qualité de la lumière, le temps qu'il fait. Tout cela en arrière-plan de chaque conscience individuelle et de ce qu'elle vit à cet instant précis. Quand on y pense, c'est ce qui se passe dans la ville. Elle peut en quelque sorte englober, accueillir et faire une place à chacune de ses intentions à chaque seconde. Pas seulement à ce coin de rue, mais à des milliers d'autres. Le 2 septembre 1609, cherchant à éviter des courants violents, un explorateur anglais, engagé par une compagnie hollandaise pour trouver une route maritime plus rapide vers les richesses de l'Orient, pénètre avec son vaisseau de 80 tonnes dans une immense baie protégée. Il remonte le cours du fleuve depuis son embouchure vers le nord et navigue sur 150 km dans l'espoir de découvrir un passage vers la Chine. En vain. Mais s'il n'a pas trouvé le passage du Nord-Ouest, Henry Hudson vient de découvrir bien mieux que cela. L'un des plus grands et des plus beaux ports naturels du monde. Un havre sûr, comme le dit un autre explorateur, où un millier de bateaux peuvent naviguer en toute sécurité. Quand New York voit le jour, à l'aube de l'ère moderne, Londres et Paris ont déjà 1500 ans, Rome et Pékin 2000, Jérusalem 4000. Et pourtant, dans les siècles qui vont suivre, cette minuscule colonie du bout du monde va devenir la plus grande mégalopole de la planète, la capitale culturelle et économique mondiale incontestée, et le laboratoire de la vie moderne par excellence. Le vieux dicton selon lequel tout ce qui se passe à New York arrive dans le reste du pays 10 ans plus tard est tout à fait exact en ce qui concerne l'histoire des États-Unis. Si la société américaine veut triompher, elle doit trouver un moyen de faire ce que les New-Yorkais font depuis toujours, c'est-à-dire prendre des éléments humains disparates, les mettre ensemble et faire en sorte qu'ils se tolèrent les uns les autres. Donc la destinée de New York est très importante pour la destinée de notre pays. New York est le plus beau port de l'océan Atlantique. Pour commencer. Pour ne parler que du port lui-même. Mais c'est tellement plus que ça. C'est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. On ne peut pas comprendre New York si on ne connaît pas sa géographie. Et c'est d'ailleurs valable pour toutes les villes. Mais plus encore pour New York que pour n'importe quelle autre ville du monde. Car vous avez vraiment ici un site parfait pour une grande ville. C'est sans doute l'un des 3 plus grands ports du monde. Et ce qui est primordial, c'est que le cœur de New York est une île, Manhattan. D'ailleurs, les Indiens, qui pourtant étaient loin d'occuper tout le territoire des États-Unis au début du XVIIe siècle, vivaient sur l'île de Manhattan, car c'est le site naturel parfait pour une grande ville.
Dès qu'ils aperçoivent les voiles du navire d'Hudson, les autochtones, des Indiens Lenape, sautent dans des canots et viennent à la rencontre de ces explorateurs dont l'étrange vaisseau traverse la baie. 28 canots remplis d'hommes, de femmes et d'enfants, écrit l'un des officiers d'Hudson, qui semble enchanté de nous voir. 15 ans plus tard, au printemps 1624, les premiers colons arrivent afin d'établir une présence permanente dans le port. Alléchés par Hudson, qui a décrit l'endroit comme un véritable paradis pour le commerce de la fourrure, ils veulent profiter, avant leurs ennemis jurés, les Anglais, des richesses du continent nord-américain. C'est dès le départ une entreprise purement commerciale. La colonie est entièrement la propriété d'une immense société, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales, la branche atlantique d'un vaste empire commercial qui s'étend sur toute la planète. La Compagnie hollandaise des Indes orientales, dont la Compagnie hollandaise des Indes occidentales était ce qu'on appellerait aujourd'hui une filiale, fut l'une des entreprises commerciales les plus florissantes de l'histoire. Pendant 2 siècles, elle a réalisé un bénéfice annuel moyen de plus de 10%. Donc, quand on parle de la Compagnie hollandaise des Indes, il ne s'agit pas d'une petite entreprise. C'est une compagnie qui était plus puissante et plus rentable que ne l'est IBM aujourd'hui. Et ils ont basé leurs opérations nord-américaines à un endroit qu'ils ont rebaptisé la Nouvelle-Amsterdam. En 1626, 2 ans après la fondation de la colonie, un navire transportant les 11 premiers esclaves africains arrive d'Angola. Ils sont rapidement mis au travail, à la construction du fort et au défrichage de la terre pour les fermiers blancs. La même année, le directeur général, Peter Minuit, convoque tous les chefs des tribus locales et leur fait une offre fatidique. Ils ont acheté l'île Manhattan aux sauvages, écrira le comptable de la compagnie, pour la somme de 60 florins. Les Hollandais en ont en réalité payé bien plus que les légendaires 24 $, mais en tout cas, moins de 600 $ pour un territoire d'une superficie de 56 km². Les Indiens qui vivent sur l'île depuis la fin de l'ère glaciaire pensent que cet accord est temporaire. Ce qui est au commencement d'une ville s'y retrouve à la fin. C'est un marché immobilier. Et s'il y a bien un thème récurrent dans l'histoire de cette ville, c'est celui-là. C'est l'achat du terrain qui est à l'origine de l'existence même de cette ville. New York a été fondée avec pour seul objectif de faire fortune. Les puritains sont arrivés en Nouvelle-Angleterre pour pouvoir pratiquer leur religion comme ils l'entendaient. Les catholiques se sont établis dans le Maryland, les Quakers en Pennsylvanie. Les Hollandais sont arrivés à Manhattan pour le commerce de peau de castor. Et ils étaient tellement obsédés par leurs profits qu'ils n'ont pas bâti d'église pendant 17 ans. Et aujourd'hui encore, aussi grande soit-elle, la ville a gardé au plus profond quelque chose de la Nouvelle-Amsterdam, l'endroit où fut inventé le capitalisme moderne. Mais dès le début, les problèmes s'accumulent. Bien que de vastes cargaisons de peaux de castor, de loutres, de rats musqués et de visons soient envoyées en Hollande 4 fois par an, la petite colonie isolée à plus de 6000 km de la mère patrie a bien du mal à prospérer. Les gens en Hollande n'avaient pas très envie de venir ici, et les promoteurs envoyaient des tracts sur les splendeurs du pays. Mais du point de vue hollandais, quand on était à Amsterdam et qu'on voulait faire fortune aux colonies, on allait dans les îles aux épices, au Brésil, où on se lançait dans le commerce d'esclaves. La peau de castor était un commerce de seconde catégorie réservé aux marchands de seconde catégorie. Durant l'hiver 1643, les problèmes de la colonie s'aggravent lorsqu'un directeur incompétent, du nom de Willem Kieft, se propose de taxer les Indiens de la région, puis, lorsqu'il refuse, se lance dans une guerre sans merci qui durera 1 an. En février, des soldats hollandais attaquent par surprise 2 villages d'Indiens Lenape le long de l'East River, massacrent 80 hommes, femmes et enfants dans leur sommeil, puis reviennent à Fort Amsterdam avec les têtes de leurs victimes plantées au bout de leurs pics. Avant la fin de l'année, des centaines d'Amérindiens et des dizaines de colons hollandais vont trouver la mort dans ce qu'on appellera l'année sanglante. Moins de 20 ans après sa fondation, la nouvelle colonie est déjà en train de s'effondrer.
Sa population s'amenuise, l'alcoolisme gagne du terrain et le moral est au plus bas. On se serait cru au Far West. Il y avait une taverne tous les 3 mètres. C'était un vrai trou noir, un gouffre financier. Le fort était en train de s'écrouler. Les cochons avaient élu résidence dans les fondations. Il fallait redresser la barre. Or, la Compagnie des Indes occidentales était une entreprise mondiale, l'équivalent d'Exxon, mais avec des canons, avec sa propre flotte. Alors, ils ont transféré un directeur de filiale de Curaçao à New York et lui ont dit « On veut que vous remettiez de l'ordre là-bas ». Et il l'a fait. Au printemps 1647, la Nouvelle-Amsterdam se dote d'un nouveau directeur général, un ancien soldat de 37 ans, fils de pasteur qui a perdu sa jambe droite emporté par un boulet de canon lors d'une bataille navale dans les Caraïbes. Opiniâtre, coléreux et puritain, Peter Stuyvesant a reçu l'ordre de faire le ménage dans la colonie et de rendre l'opération rentable. « Je vous gouvernerai tel un père ses enfants », déclare-t-il aux colons entêtés et indisciplinés de la Nouvelle-Amsterdam, qui vont vite se rendre compte que ce ne sont pas des paroles en l'air. En l'espace de quelques semaines, il interdit de boire de l'alcool le dimanche, proscrit les bagarres au couteau sur la voie publique et impose des amendes pour non-assiduité à la messe, vitesse excessive sur Broadway ou fornication avec les Indiens. C'est le début d'une longue relation houleuse entre le directeur général et les colons. Mais bien que ces derniers n'apprécient guère l'autoritarisme de Stuyvesant, la Nouvelle-Amsterdam commence réellement à prospérer. En l'espace de très peu de temps, il fait construire par des esclaves la route qui mène à Harlem, fait élever un mur, construire des rues, aménager le port, se fait bâtir une très belle maison et s'approprie une grande partie de la population d'esclaves. Mais il fait de cet endroit une colonie qui fonctionne. La population augmente. Il établit une base économique. L'endroit devient un entrepôt à esclaves. On les fait venir là et on les envoie ensuite dans les Caraïbes. En 1653, à peine 5 ans plus tard, Stuyvesant a réussi à transformer ce lieu de débauche en une ville dynamique, avec ses propres jetées, ses canaux, ses moulins à vent et ses écoles, 300 maisons identiques, une population de 3000 habitants et une muraille de 713 mètres qui s'étend de l'East River à l'Hudson pour se protéger des Indiens hostiles et des Anglais. Il y a énormément de choses qui semblent particulières ou très caractéristiques du XXe siècle, mais dont l'origine remonte à des centaines d'années. Prenons par exemple la congestion de la ville. Tous les Américains, tout le monde connaît New York et ses constructions verticales et ses rues bondées. Mais là aussi, cela remonte en fait au XVIIe siècle, quand le petit village hollandais s'entassait au sud de Manhattan et que toutes les maisons étaient collées les unes aux autres. Ou l'hétérogénéité de la population. Déjà dans les années 1640, on parlait 18 langues différentes dans les rues. Pour mettre fin à la pénurie chronique de main-d'œuvre, et bien que cela offense son sens aigu de l'ordre, Stuyvesant accepte à contre-cœur de laisser entrer quiconque est prêt à travailler dans la colonie. Les agents recenseurs notent dans leur rapport que les rues de la Nouvelle-Amsterdam résonnent d'une véritable cacophonie de langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le polonais et le portugais. En 1654, les Hollandais sont devenus minoritaires dans leur propre colonie. Et Stuyvesant craint qu'elles ne deviennent trop cosmopolites pour pouvoir être gouvernées. New York n'est pas restée hollandaise très longtemps. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ce n'était pas le succès commercial escompté par les Hollandais. Ensuite, et surtout, les Anglais étaient eux aussi en train de s'établir, à la fois dans le sud, en Virginie, et dans le nord, dans le Massachusetts, notamment autour de Boston, et dans le Connecticut. Et les Anglais se sont aperçus que ce comptoir commercial hollandais, en plein milieu de l'Empire britannique nord-américain, leur posait des problèmes. La tragédie de Stuyvesant est que dès qu'il a eu remis de l'ordre dans la colonie, les Anglais sont arrivés et ont fait main basse dessus. Le 27 août 1664, 4 navires de guerre anglais, puissamment armés, font leur entrée dans le port.
Peter Stuyvesant grimpe péniblement au sommet du fort Amsterdam et se prépare au combat. « Plutôt descendre dans ma tombe que me rendre », annonce-t-il. Mais avant qu'un seul coup de feu n'ait été tiré, il se voit remettre une pétition signée par les 93 marchands les plus importants de la ville, y compris son propre fils. Ses concitoyens, dont seulement une minorité étaient hollandais, ont vu les canons de la flotte anglaise et ils savaient que leur ville était petite, bâtie en bois, avec les maisons les unes sur les autres, et que les boulets anglais auraient tôt fait de la réduire en un tas de cendres. Il supplia Stuyvesant de livrer la colonie aux Anglais, ce qu'il a fait. Et au son des tambours et drapeaux au vent, il est sorti de son fort. Stuyvesant n'était pas content, mais il a dû se rendre parce que les habitants lui ont dit « On ne lèvera pas le petit doigt pour combattre les Anglais. On se fiche de savoir qui dirige la colonie ou nous impose des taxes. On sera tout aussi content que ce soit les Anglais, vous n'avez pas été très efficace. » Dans les années qui suivent, Peter Stuyvesant, l'homme qui a ramené l'ordre dans la colonie et de ce fait assuré son avenir, se retire dans une ferme au nord de la ville, sur une terre qui deviendra un jour Greenwich Village. Le gouverneur anglais qui le remplace propose gracieusement le retour aux Pays-Bas à tous les citoyens hollandais qui ne souhaiteraient pas être gouvernés par les Anglais. Il n'y a aucun candidat au retour. 2 jours après la prise de la colonie par les Anglais, le 29 août 1664, la Nouvelle-Amsterdam est officiellement rebaptisée New York, en l'honneur du duc d'York, frère du roi Charles II, à qui la colonie a été promise à sa naissance. Le lendemain, chacun retourne à ses occupations, comme s'il ne s'était rien passé d'important. Pendant les 119 ans qui suivent, l'Angleterre va gouverner New York. Ce qui, pour les Hollandais, n'a été qu'un avant-poste de seconde catégorie, représente pour les Anglais le chaînon manquant dans la suite des colonies royales qui s'étendent le long de la côte atlantique. Lentement, mais sûrement, les nouveaux gouverneurs anglais ramènent la colonie dans le système impérial. Ils réorganisent les terres autour du port et les baptisent en l'honneur de membres de la famille royale. Les plaines qui entourent Brooklyn prennent le nom de Kings County, en l'honneur du roi Charles, et la partie nord s'appellera Queens, en hommage à sa femme Catherine. Staten Island est baptisé Richmond, en l'honneur du duc de Richmond, le bâtard du roi. Mais malgré tous leurs efforts pour faciliter cette transition, les Anglais ont autant de mal que les Hollandais à faire régner l'ordre dans la colonie. En 1689, un marchand du nom de Jacob Leisler prend la tête d'un soulèvement armé contre le gouvernement. L'insurrection est vite étouffée et Leisler est jugé pour trahison, condamné à être pendu, éviscéré vivant, écartelé et décapité. Quelques années plus tard, les problèmes ressurgissent lorsque la nouvelle reine, Anne Stuart, nomme son propre cousin, Lord Cornbury, un vicomte tyrannique à la tête de l'instable colonie. Réclamant sa démission à la reine, les ennemis de Cornbury ne reculent devant rien pour ternir sa réputation, l'accusant de détourner des fonds publics et de persécuter les presbytériens. On dira même plus tard qu'il avait un goût prononcé pour les vêtements de femmes. On raconte qu'il aurait dit aux New-Yorkais qu'il voulait ressembler le plus possible à sa cousine, la reine Anne, pour qui il gouvernait la colonie. Et donc il portait des vêtements de femme, et pour citer certaines sources de l'époque, se pavanait autour de la batterie d'artillerie. D'ailleurs, il y a un portrait de lui à la New York Historical Society dans une très jolie robe bleue cintrée. Quand on passe devant, on se dit « quelle femme affreuse !» Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est en fait Lord Cornbury. Mais en dépit de tous ces problèmes, faire partie du grand empire britannique génère d'énormes profits. Prenant l'ascendance sur la Hollande, l'Angleterre devient le plus grand empire maritime du monde et la colonie un élément d'un réseau commercial couvrant toute la planète. Le nombre de navires quittant le port de New York passe de 35 par an à la fin de l'administration hollandaise à plus de 700 un siècle plus tard. On exporte du bois et des céréales vers la Grande-Bretagne, on transporte des produits finis d'Angleterre vers l'Afrique et on importe du rhum, de la mélasse et des esclaves d'Afrique et des Caraïbes.
En 1699, le vieux mur hollandais est détruit pour faire place à de nouvelles maisons. On trace une nouvelle rue à son emplacement, Wall Street, la rue du mur. Et en 1740, New York est devenu le 3e plus grand port de l'Empire britannique après Philadelphie et Londres. Le commerce était important, mais la guerre l'était encore plus à certaines périodes. En 1756, William Smith écrit dans son journal « La guerre est déclarée en Angleterre, joie unanime des marchands ». Pourquoi? Parce qu'en fait, New York est la base des opérations britanniques contre l'ennemi de toujours, les Français en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Ce qui veut dire qu'en 1758, il y a 25 000 soldats britanniques et 14 000 fusiliers marins en Amérique du Nord, en grande majorité basés à New York. Or, tous ces hommes ont besoin de manger, ils ont besoin de vêtements et d'uniformes, de faire entretenir leurs bateaux, ils ont besoin de sexe et de divertissement. Donc, les marchands sont contents, les prostituées sont contentes, les aubergistes sont contents. L'argent coule à flot. En 1758, Benjamin Franklin écrit avec une certaine envie « Ces marchands font leur beurre ». Donc, c'est une période de grande satisfaction des marchands de New York vis-à-vis de l'Empire, car les bénéfices qu'ils retirent de la présence de la marine britannique n'ont jamais été aussi grands. Le seul inconvénient de la guerre, c'est la paix, si on part du principe que la guerre, c'est bon pour les affaires. Et en 1763, la flotte britannique s'en va. Les contrats de défense prennent fin et la ville connaît une dépression économique. 1763 est une mauvaise année. L'argent ne rentre plus. Pire encore, les Britanniques leur disent « Vous nous êtes redevables ». Et voilà que tout à coup, il est question de taxes et de ponctions de ressources, alors qu'au même moment, l'économie est au plus bas. C'est sur ce terreau que va commencer à germer l'idée de la révolution. If the interest of the mother country and her colonies cannot be made to coincide, then the connection between them ought to cease. New York Gazette, 1765. Tout commence au printemps 1765, lorsque l'Angleterre vote la loi sur le timbre. Cette taxation porte sur 43 types de transactions commerciales, depuis les contrats jusqu'aux licences pour l'alcool, et menace le cœur même de la culture marchande de New York. Il n'y avait pas une seule personne en Amérique qui ne soit enragée par cette loi sur le timbre, car elle touchait les avocats, elle touchait les marins qui devaient payer une taxe chaque fois qu'ils achetaient des cartes à jouer. Elle touchait les futurs mariés qui devaient payer pour leur contrat de mariage. Elle touchait les propriétaires de journaux. Mais New York aurait semblé un lieu étrange s'il n'y avait pas eu la même hostilité envers cette loi à Boston, à Philadelphie et même dans les campagnes. Le 1er novembre 1765, jour où la loi doit prendre effet, une foule en colère se rassemble sur le terrain communal, puis marche vers le parc de Bowling Green, où elle pend et met le feu à une effigie du gouverneur royal, puis incendie son carrosse. La loi sur le timbre est rapidement abrogée, et les New-Yorkais reconnaissants érigent une statue au roi George III pour réaffirmer leur loyauté envers la couronne britannique. Mais leur gratitude sera de courte durée, et s'envolera à mesure que d'autres lois intolérables sont votées, jusqu'à ce que le décor soit planté pour une séparation définitive d'avec la mère patrie. Ce que les Américains ignorent, c'est le rôle primordial que New York a tenu dans la Révolution américaine. Mais à l'époque, les Britanniques, eux, le comprennent dès le début. Ils étudient la carte et remarquent que New York est à égale distance des deux colonies les plus importantes du Nouveau Monde, le Massachusetts et la Virginie. Alors la stratégie britannique va consister à prendre la ville de New York, à envoyer une autre force par l'Hudson pour couper les colonies en deux dès le départ, et, si tout va bien, étouffer la rébellion dans l'œuf de façon satisfaisante pour le Parlement britannique.
Le dimanche 23 avril 1775, un messager à cheval arrive affolé de Boston par la route postale. Le sang a été versé à Lexington et Concord. La Révolution américaine a commencé. À New York, les patriotes enthousiastes s'emparent immédiatement du bureau de douane et de l'hôtel de ville. Mais le découragement s'abat presque aussitôt sur la ville. Même les plus ardents patriotes allemands et 10 000 marins jettent l'ancre dans la baie. Ce sera le plus gros corps expéditionnaire jamais organisé par la Grande-Bretagne jusqu'au débarquement de Normandie en 1944. Il faudra 6 semaines aux forces britanniques pour débarquer et prendre position sur Staten Island. George Washington, qui n'était encore qu'un jeune général durant l'été 1776, se trouvait confronté à un véritable défi. Il connaissait l'importance stratégique de New York. Il savait que les Britanniques voulaient prendre la ville. Mais son problème était que pour défendre Manhattan, il fallait tenir les hauteurs de Brooklyn qui surplombaient la ville. Si les Britanniques les prenaient, leurs canons seraient pointés directement sur la ville. Il fallait donc défendre Brooklyn. Le 26 août 1776 commence la bataille pour New York. 20 000 soldats britanniques débarquent de Staten Island et commencent leur avancée vers les troupes de Washington. Celles-ci, inférieures en nombre, sont retranchées sur les hauteurs de Brooklyn. Pour les Américains, c'est un désastre dès le départ. En 2 jours, Washington perd près de 2000 hommes, un quart de son armée. Dans la nuit du 29 août 1776, sous une pluie torrentielle, avec son armée acculée au bord de l'East River, le commandant américain joue alors son va-tout dans une extraordinaire manœuvre militaire. Réquisitionnant toutes les embarcations et tous les bateaux de pêche qu'il trouve, il entreprend de faire passer ses hommes épuisés de l'autre côté de l'East River, vers Manhattan, dans l'obscurité totale, sans faire de bruit, en moins de 7 heures. C'était la nuit, il y avait du brouillard, quand ils ont évacué 10 à 12 000 soldats de l'armée de Washington en traversant l'East River. L'armée de Washington a été sauvée cette nuit-là. Imaginez 10 à 12 000 soldats marchant vers le bord du fleuve, dans le noir, pour être transportés de l'autre côté sur ces grosses embarcations à fond plat, conscients qu'ils peuvent se faire repérer à tout moment, conscients qu'ils battent en retraite, et qu'ils ont l'armée britannique sur leurs talons et se déplaçant avec une parfaite discipline. Et ils ont survécu, se sont battus le lendemain et ont ainsi changé le cours de l'histoire cette nuit-là sur l'East River. Certain qu'il ne peut plus défendre la ville, Washington bat en retraite vers le nord de Manhattan, tout en menant de sanglantes actions à l'arrière le long d'un chemin de campagne qui deviendra un jour Upper Broadway. Depuis son QG de campagne, au nord de Manhattan, il aperçoit le drapeau britannique flotter au-dessus de la ville qu'il ne peut plus sauver. En novembre, l'armée britannique à ses trousses, Washington abandonne définitivement Manhattan. L'objectif était de protéger son armée, pas de protéger la ville. Un peu comme les Vietnamiens ont combattu les Américains pendant la guerre du Vietnam. Vous êtes un petit pays et vous combattez la plus grande puissance militaire du monde. Le plus important, c'est de faire durer le conflit. Et un jour ou l'autre, la grande puissance finira par se lasser et partira. C'est effectivement ce qu'ont fait les Britanniques. Et c'est une leçon qu'on a apprise à New York en 1776. Petit à petit, le conflit tourne à l'avantage des Américains. En 1778, les Français s'engagent à leur côté et des hommes d'affaires hollandais prêtent 5 millions de florins pour soutenir la cause des patriotes. Finalement, les Anglais capitulent. Le 25 novembre 1783, George Washington, à la tête de son... Ou de pressurer les gens qui arrivent plus tard. Avide, arrogant et d'une grossièreté notoire, Astor choque le tout New York par ses manières exécrables en société. Il dessine sur les vitres avec du tabac chiqué et s'essuie les mains sur la nappe. Mais personne n'ose lui faire de remarques, car la spéculation sur le développement de New York a fait de John Jacob Astor l'homme le plus riche d'Amérique.
Juste avant sa mort, en 1848, il a dit que si c'était à refaire, et sachant ce qu'il savait alors, il achèterait chaque mètre carré de l'île de Manhattan. Si elle n'avait pas changé, New York serait quand même resté à tout jamais le plus grand port sur l'océan Atlantique. Mais une plus grande destinée attend la ville et pour l'accomplir, deux énormes obstacles restent à franchir. Le premier est la géographie même de l'île de Manhattan, dont le relief accidenté gêne le développement. L'autre est la géographie du continent américain, dont les immenses richesses naturelles sont difficilement accessibles aux marchands de la ville. L'homme qui va essayer de résoudre ces deux problèmes, et se faisant pourra prétendre au titre de plus grand New-Yorkais de tous les temps, est un politicien de bonne famille de 1,92 m, tellement brillant et imposant que ses amis et ses ennemis le surnomment Manius Apollo. Au cours de ses 10 mandats en tant que maire de New York et 3 en tant que gouverneur de l'État, DeWitt Clinton fera plus pour l'avenir de New York que n'importe qui d'autre dans l'histoire de la ville. Pour y parvenir, il devra d'abord faire surgir l'ordre du chaos, puis gagner l'ouest du pays et transformer la géographie elle-même. DeWitt Clinton est sans doute la personne la plus importante qui ait jamais vécu à New York. Et pourtant, c'est une ville qui a vu passer Peter Stuyvesant, Robert Moses, Franklin Delano Roosevelt et Fiorello LaGuardia. Mais DeWitt Clinton était là à un instant crucial dans l'histoire de New York, quand il n'était pas encore évident que la ville deviendrait la capitale qu'elle est devenue. En 1807, dans le but de ramener l'ordre dans le chaos provoqué par la croissance effrénée de la ville vers le nord, il crée une commission spéciale afin d'établir un plan définitif et satisfaisant pour le développement de l'île de Manhattan. Les pères de la ville se retrouvaient avec une grande île de 15 km environ du nord au sud. Comment l'organiser ? Les membres de la commission ont choisi une méthode très américaine, très jeffersonienne, le quadrillage. En 1811, les membres de la commission dévoilent leur plan. Sur une immense carte de 2,50 m, ils ont projeté leur vision de l'avenir, une vision qui va marquer le destin de Manhattan pour les siècles à venir. The grid is the most courageous act of prediction in Western civilization. The land it divides, unoccupied. The population it describes, conjectural. The buildings it locates, phantoms. Rem Koolhaas. À une époque où New York est encore restreinte à la pointe sud de Manhattan, les membres de la commission Clinton proposent d'aplanir tout le relief de l'île et de le remplacer par un gigantesque plan en damier. 12 avenues dans le sens nord-sud et 155 rues dans le sens est-ouest, représentant 44 km², soit plus de 2000 blocs. Ce n'est pas le premier plan en damier de l'histoire, mais c'est le plus grand. À une époque où la ville compte moins de 100 000 habitants, le plan prévoit une gigantesque métropole de plus d'1 million de personnes. Mis à exécution, il ferait de Manhattan la ville la plus peuplée de la planète. C'était une chose extraordinaire d'imposer cette géométrie sur une île. Une île magnifique, recouverte de chênes, de cigus, de sapins, avec beaucoup d'étangs, de rivières, de sources et de collines. Et au lieu de préserver ces collines, de conserver ces rivières et ces cours d'eau, ce quadrillage très cruel, cette méthode de torture, a été appliquée à l'île tout entière. Ce quadrillage est avant tout une vision extraordinaire de ce dont les New-Yorkais rêvent pour leur ville. Premièrement, c'est impérial. Il y a une expansion vers le nord, les numéros des rues vont en augmentant. Deuxièmement, c'est démocratique, parce que les rues auront un numéro, elles n'auront pas de nom.
troisièmement, c'est efficace. Ça facilite les choses pour les immigrants qui ne parlent pas anglais. Ils peuvent trouver leur chemin plus facilement pour aller à leur lieu de travail ou leurs emplacements de vente. Quatrièmement, ça simplifie le marché de l'immobilier, car tout est quadrillé à l'avance. Comme ça, on peut acheter et vendre des lots plus facilement. C'est très pratique. La chose la plus extraordinaire, c'est peut-être cette conviction que l'homme va totalement triompher sur la nature. Et l'idée qu'on peut dessiner, redessiner, reformuler les choses, c'est vraiment ce qui fait l'essence même de New York. Avec ses milliers de cases, toutes plus ou moins identiques, le plan en damier prévoit une ville incroyablement uniforme et démocratique. Et avec ses centaines de rues menant toutes aux voies d'eau, elle est implacablement dédiée au commerce. Mais l'absence quasi totale de parcs dans le plan de la Commission va hanter la ville pendant des décennies à venir. Le plan en damier est souvent critiqué. Les gens disent que c'est de la spéculation capitaliste, que ce n'est pas beau, que c'est monotone, totalitaire. Je ne crois pas que les gens qui viennent à New York ressentent en toute honnêteté ce quadrillage comme totalitaire. Il s'y passe trop de choses, c'est trop passionnant. C'est un concept, un jugement qu'on a apposé au quadrillage après coup. En fait, le quadrillage est une sorte d'ordre qui sous-tend une ville où règne l'anarchie. Vous pouvez vous tenir à n'importe quel croisement de rue et vous verrez le fleuve de chaque côté. Il y a la brise qui souffle et on voit le soleil se lever d'un côté et se coucher de l'autre. C'est agréable aussi d'avoir ces longues avenues rectilignes qui vont du nord au sud et que Jean-Paul Sartre admirait tant. Il aimait ces grandes avenues toutes droites où il y avait toujours de la lumière. Et c'est aussi en quelque sorte un symbole du côté illimité de l'Amérique, de cette géographie illimitée. On a du mal à imaginer, à moins de vraiment faire un effort, que ça ait pu être quoi que ce soit d'autre. C'est presque comme si Manhattan existait depuis l'Antiquité, comme si les Indiens avaient vécu ici et avaient pavé les rues. Ce plan monumental montrait aux gens qui n'avaient pas l'intention de s'y arrêter qu'ils pourraient aller directement au nord de l'île, jusqu'à la Harlem River, et pourraient continuer leur route. Et ça faisait partie d'un véritable optimisme, un optimisme qui portait ses fruits. Quand vous dessinez un plan comme ça, vous êtes sûr que quelqu'un vous achètera un lot. Et les transports ont suivi. En un rien de temps, on a vu apparaître des tramways à chevaux. Le plan de la Commission de 1811 est l'un des projets d'urbanisme les plus visionnaires jamais réalisés. Et pourtant, son audace n'est rien comparée à celle d'une autre proposition de DeWitt Clinton la même année. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une carte de 2,50 m, mais d'un fossé de 584 km qui, une fois construit, va bouleverser les rapports entre New York et le reste du continent américain. Depuis des années, les marchands de New York rêvent de toutes ces richesses que recèle l'intérieur du continent. En 1811, DeWitt Clinton propose un moyen d'y accéder. Puisque la nature ne leur a pas donné de rivière vers l'ouest, les New-Yorkais devront s'en construire une. Quand on regarde une carte des États-Unis et qu'on regarde le fleuve Mississippi, on se dit qu'en toute logique, la plus grande ville des États-Unis ne peut qu'être là où se trouve la Nouvelle-Orléans. C'est un des plus grands fleuves du monde. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça parce que les New-Yorkais ont profité de l'avantage géographique qu'ils avaient et ont eu accès à cet arrière-pays agricole qui semblait revenir de droit à la Nouvelle-Orléans. La seule ouverture dans la chaîne de montagnes qui s'étend du New Hampshire à la Géorgie se trouve par chance dans l'État de New York. Et le gouverneur DeWitt Clinton était assez intelligent pour comprendre que c'était un atout très précieux et faire construire le canal Erie contre l'avis de la plupart des politiciens de New York, qui n'ont pas compris que relier le Middle West à l'Hudson et New York se révélerait une véritable mine d'or. L'ampleur du projet est titanesque. Une voie d'eau artificielle digne des constructions pharaoniques de l'ancienne Égypte. À
À une époque où le plus long canal des États-Unis mesure 43 km et où la plupart ne dépassent pas 2 km, le canal de Clinton devra traverser plus de 580 km de terre désertique au nord de l'État de New York. Thomas Jefferson lui-même rejette immédiatement ce projet, le qualifiant de pure folie. En 1817, l'État de New York, encouragé par le gouverneur DeWitt Clinton, émet des obligations, ce qui représente à l'époque un endettement énorme, pour la construction de ce canal qui traversera le nord de l'État de New York, reliant l'Hudson et Albany à la région des Grands Lacs, à Buffalo. Ce canal, long de 584 km et large de seulement 12 mètres, restera le projet de construction le plus important de l'histoire américaine jusqu'à la construction du système autoroutier en 1956. Le 26 octobre 1825, avec 3 ans d'avance, la construction titanesque est achevée. Le grand canal aérien, dira un observateur, a défié la nature et s'en est servi comme d'un jouet. Le canal est le plus incroyable tour de force technique de son époque, avec ses 83 écluses et ses 18 aqueducs, y compris le pont-canal de 243 mètres sur la rivière Genesee. Il représente également un véritable miracle économique. Jusque-là, il était plus onéreux de transporter par bateau une tonne de marchandises à 50 km à l'intérieur des terres que de les expédier en Angleterre, et il fallait plus de 3 semaines pour transporter une tonne de blé de Buffalo à New York. Grâce au canal, il ne faut plus que 7 jours et le coût a été réduit de $100 à moins de 6. Lors de la cérémonie d'inauguration, DeWitt Clinton, héros incontesté du jour, vide dans le port de New York un tonneau rempli d'eau puisé dans le lac Erie. Le symbole n'échappe à personne. Toute l'Amérique se retrouve désormais à New York. The mountains have been leveled. The valleys have been filled. Rivers and gulfs have been formed over them, which will unite the waters of the Hudson and the waters of the Atlantic with the waters of the remote West and constitute a river. This waterway. Ce canal a contribué énormément à la cohésion du pays. Désormais, les produits de cette immense région sont transportés par bateau sur le canal Erie, puis sur le fleuve Hudson, jusqu'à New York. Celle-ci devient ainsi une ville d'envergure nationale qui rassemble le pays. C'est un centre d'attraction. La capitale nationale est à Washington, mais tout le monde s'accorde à dire que la vraie capitale économique, c'est New York. Dans les années qui suivent la construction du canal Erie, New York, confiante, se tourne vers l'avenir, convaincue d'avoir laissé le chaos de la nature derrière elle. C'est en grande partie vrai. Pourtant, dans les décennies agitées qui vont suivre, à mesure que des dizaines puis des centaines de milliers de nouveaux arrivants viendront grossir sa population, les New-Yorkais vont se trouver confrontés à une autre sorte de chaos, celui que provoquent les hommes qui s'avérera bien plus difficile à dompter.